Bonjour à tout le monde, bienvenue. On va peut-être patienter un petit peu, laisser le temps aux uns et aux autres d'avaler un café et de nous rejoindre pour ce webinaire. Je propose qu'on attende quelques instants si ça vous va. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue. On a encore quelques personnes qui se connectent. On va peut-être démarrer doucement pour respecter le timing qu'on avait prévu. De toute façon, ce webinaire est enregistré et il sera mis en ligne à la fois par l'ANS, puisque c'est l'ANS qui l'organise, qui nous prête le support technique, mais on le mettra aussi en ligne sur le site du ministère de la Santé. On a une page dédiée au règlement européen qu'on va vous repointer d'ailleurs dans le canal de discussion. Peut-être avant de démarrer, avant de laisser la parole à David Senati pour ouvrir officiellement ce webinaire destiné aux acteurs de la recherche, quelques éléments un peu pratico-pratiques. On va vous inciter à nous poser des questions si vous le souhaitez, non pas dans le canal conversation, mais de préférence dans le canal questions-réponses, si ça vous va. Ce serait vraiment chouette si vous pouvez faire ça, parce qu'après, on peut aussi nous récupérer les questions, les retravailler, celles qu'on n'aura pas pu traiter en live pendant le webinaire. On va essayer de répondre au fil de l'eau le plus possible, mais peut-être qu'on ne pourra pas toutes les traiter. Donc, de préférence, utilisez le canal questions-réponses. Thomas vient d'adresser un petit message pour vous flécher ce canal. Voilà, j'en ai fini avec les préoccupations techniques, on va dire. Euh, c'est enregistré, oui. Donc ça, je vous le redis, du coup, peut-être pour ceux qui se sont connectés entre-temps, enregistré, remis en ligne, et donc également, bien sûr, le support de présentation. Pour info, et pour celles et ceux d'entre vous, peut-être qui se connecteraient pour la deuxième fois à un webinaire, puisqu'on a fait un premier webinaire destiné aux acteurs du soin, plutôt, vendredi dernier, le contenu, du coup, est identique. Les questions-réponses, peut-être pas, pas tout à fait. Voilà. Sans plus attendre, je laisse la parole à David Senati. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, merci Émilie. Donc David Sinati, je suis le co-responsable de la délégation au numérique en santé. Je ne vais pas être très long. Je souhaitais déjà vous remercier de votre présence nombreuse sur ce webinaire. Effectivement, comme l'a dit Émilie, peut-être certains d'entre vous ont déjà assisté à la première version, peut-être déjà assisté du coup à mon introduction. Elle ne sera pas différente aujourd'hui. Déjà, vous rappeler les bénéfices de ce règlement. Le règlement Espace européen des données de santé, je pense qu'il n'est pas sur toutes vos tables de nuit. C'est un document qui est assez épais, mais néanmoins, c'est un document que vous avez probablement eu, j'espère, la curiosité de lire en amont du webinaire. Et pour bon nombre d'entre vous, vous avez assisté aux nombreuses interventions que nous avons faites depuis les 2 dernières années, puisque ça fait maintenant presque 2 ans qu'on travaille sur ce règlement en négociation à Bruxelles. L'ensemble des équipes, en lien avec l'ensemble des directions l'interministériel, a travaillé sur la négociation du texte, puis ensuite le texte a été voté. On a à plusieurs reprises fait des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais aussi des ateliers, des conférences, et probablement certains d'entre vous ont assisté à certains des éléments que je viens de citer. Aujourd'hui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans le cadre de la large consultation, puisque ce règlement laisse des marges de manœuvre aux États membres pour pouvoir prendre des lois dans chacun de ces États membres qui viendront appliquer ce règlement. Le règlement Espace européen de données de santé permet de construire une Europe plus forte à l'échelle internationale grâce à l'utilisation des données de santé, à la fois pour le soin, améliorer la santé des personnes, on dit usage primaire, mais aussi dans le cadre d'un usage secondaire qui vous concerne davantage aujourd'hui pour la recherche, l'innovation et l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques. Ce règlement, c'est vraiment une formidable opportunité pour l'ensemble de l'écosystème pour pouvoir justement favoriser l'accès à la donnée à l'ensemble de vous tous, chercheurs, pour pouvoir mener vos recherches en France, en Europe. Sur la méthode de concertation qui est proposée, aujourd'hui, on va vous détailler le calendrier de cette concertation, et vous recevrez les 15 fiches thématiques. Donc l'équipe a vraiment résumé, et merci Émilie, merci à tous, merci à la DNS, merci à l'ensemble des directions du ministère et interministériel pour les travaux sur ces fiches thématiques qui vont vous synthétiser les points majeurs du règlement à avoir dans le viseur et vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans les remontées et les questions que vous allez pouvoir poser sur ce texte. Donc vous recevrez ces fiches dans les prochains jours, et on souhaitait avoir ce webinaire ensemble aujourd'hui pour déjà répondre à toutes vos questions et permettre d'enclencher cette belle dynamique de participation. C'est une dynamique donc originale, hein, puisque la concertation pour un règlement, ça n'arrive pas tous les jours, et nous avons décidé de le faire en toute transparence et vraiment en vous associant dès le début. C'est ce qui du coup permet et provoque ce webinaire et ce type d'action qui n'est qu'une action parmi d'autres que je disais depuis 2 ans et qui vont continuer les prochains mois et les prochaines années, puisque les règlements arrivent en application progressivement à partir de 2027. Voilà, merci à tous et bon webinaire. Merci David. Alors, on a voulu d'abord commencer ce webinaire par un rappel un petit peu des grandes lignes du règlement pour celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le regarder de près, ou celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas participé au webinaire un peu global qu'on avait organisé le 19 mars dernier, ou celles et ceux d'entre vous qui n'ont participé, qui n'ont pas été présents à certaines présentations, conférences, et autres supports d'information qu'on a pu diffuser déjà depuis pas mal de temps, et dès le début, en fait, puisque dès la proposition de règlement, on avait mis en concertation publique ce texte. Donc, je sais déjà que beaucoup d'entre vous savent déjà tout ce que je vais redire, mais c'est simplement un rappel que je vais faire assez rapidement pour passer en revue les grandes lignes et les grands points forts du règlement à retenir. Peut-être, sans paraphraser ce qu'a dit David, s'il y a à retenir, on va dire 3 axes principaux. D'abord, un axe, en effet, sur l'usage primaire, qui consiste à faciliter pour tous les citoyens européens, à la fois dans les États membres, mais aussi à l'échelle européenne, un accès facilité, des droits renforcés sur leur dossier médico-électronique, et également permettre aux professionnels de santé des 27 États membres d'accéder aux éléments principaux du dossier médical des Européens. Ça, c'est le volet usage primaire. Usage secondaire, c'est évidemment
on va dire, permettre de bénéficier de l'immense potentiel qui est offert par ces données de santé électroniques, en facilitant et en encourageant leur réutilisation par tous les acteurs, on va dire, qu'ils soient publics ou privés, et à l'échelle aussi de l'Union européenne. Et pour ce faire, le règlement, il prévoit un cadre finalement et une harmonisation des échanges de données qu'il permet ainsi, dans un cadre évidemment respectueux à la fois de la protection des données des personnes, mais aussi d'autres protections comme droit de la concurrence ou droit de propriété intellectuelle. Voilà en termes de grandes lignes. On va faire un très rapide focus sur la partie usage primaire qui peut-être intéresse moins précisément le public aujourd'hui. Néanmoins, c'est quand même important de rappeler. Donc, deux aspects dans le règlement. D'abord, un aspect de réglementation à l'échelle nationale, à l'échelle de chaque État membre. Donc, le règlement prévoit de faciliter l'accès des citoyens à leur dossier médical électronique et renforce leurs droits à cet égard. Donc, un droit d'accès direct, le droit de masquer certaines données, etc. On y reviendra un petit peu dans les fiches pratiques qu'on vous propose. Et puis ensuite, à l'échelle européenne, et bien là, le règlement, il vient un petit peu, il va un peu plus loin que ce que prévoyait la directive soins transfrontaliers, en permettant un accès à tous les professionnels de santé à certaines données qui doivent obligatoirement, du coup, être partagées au niveau européen par les 27 États membres. Donc, ce sont 6 catégories de données qui doivent impérativement être proposées au partage. C'est donc la synthèse médicale, la e-prescription, la e-dispensation, l'imagerie médicale, les comptes rendus d'examen médical avec spécialement la biologie et la lettre de sortie de l'hôpital. Donc, ce sont ces 6 catégories-là que tous les États membres doivent obligatoirement permettre de partager au niveau européen. Il ne s'agit pas de créer un dossier médical européen, il s'agit bien d'échange de données, on va y revenir. Et cet échange de données européen, il s'inscrit dans une histoire qu'on a déjà et qu'on pratique déjà en France. Donc c'est sur la slide suivante. Merci beaucoup. Donc c'est le partage transfrontalier de ces données médicales. Ces mécanismes de partage entre États membres, ils sont déjà effectifs et déjà opérationnels, y compris en France. Les professionnels de santé, aujourd'hui en France, peuvent déjà consulter sur demande, se faire envoyer en quelque sorte, le volet de synthèse médicale, le patient summary, comme on dit en anglais, de patients européens via ce qu'on appelle CESALI, qui est le Service européen de santé en ligne, et qui est un mécanisme qui permet déjà ces échanges-là. La directive soins transfrontaliers on va dire, inviter les pays à le faire sur la base du volontariat, et bien désormais, le règlement rend cette participation et ce partage obligatoire. Et on y reviendra là aussi, d'ailleurs, dans les fiches thématiques qui vous seront proposées. Voilà pour ce qui concerne la partie vraiment, on va dire, dossier médical électronique du patient. Et pour permettre ces échanges transfrontaliers et pour permettre cette possibilité d'échange de données issues des dossiers médicaux électroniques, eh bien, le règlement prévoit, pose les prémices d'un marché unique des dossiers médicaux électroniques, des logiciels de dossiers médicaux électroniques, avec un mécanisme de marquage CE qui est prévu pour ces logiciels, un mécanisme qui va donc être basé sur un principe d'auto-certification. L'éditeur de logiciel va auto-certifier que son logiciel de dossier médical électronique est conforme à un certain nombre d'exigences en termes d'interopérabilité et en termes de traçabilité des accès à ce dossier médical. Donc, un mécanisme d'auto-certification avec le recours quand même obligatoire à une plateforme de test qui va être proposée à tous les éditeurs de logiciels pour leur permettre d'attester, on va dire, de la conformité de leur outil. Voilà pour ce qui concerne le volet usage primaire du règlement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une présentation ultra synthétique. Bien sûr, le règlement comporte beaucoup plus d'informations détaillées et je vous invite, si vous le souhaitez, à aller le consulter.
Deuxième volet du règlement qui va vous intéresser davantage, j'imagine, que vous connaissez peut-être déjà pas mal, c'est le volet utilisation secondaire des données. Donc, le règlement comporte un grand nombre de dispositions hein, qui touchent à l'utilisation secondaire. C'est le chapitre 4 du règlement. Donc, il prévoit des changements et des nouveautés à la fois pour les citoyens, pour les détenteurs de données et aussi pour les utilisateurs de ces données. Donc pour les citoyens, comme pour le volet usage primaire, le règlement prévoit des droits renforcés, hein, par exemple le droit de refuser l'utilisation secondaire de ces données de santé. Il prévoit aussi euh, beaucoup de règles de transparence vis-à-vis du citoyen et il va permettre de facto aux citoyens de bénéficier de tous les avantages qui sont liés à une massification de l'utilisation secondaire, notamment à des fins d'innovation, de recherche, puisqu'il devrait permettre, ce règlement, d'accélérer beaucoup certains domaines, de la recherche par exemple, mais pas seulement. Ça, c'est le volet citoyen, les bénéfices attendus, on va dire, pour les citoyens. Pour les détenteurs de données, donc les détenteurs de données de santé à caractère électronique, eux, ils vont avoir en fait une obligation nouvelle, essentielle, hein, et c'est un point très important à avoir en tête. Donc tous les détenteurs de données de santé électronique auront l'obligation de mettre ces données à disposition, c'est-à-dire de permettre une réutilisation secondaire de ces données. De quelles données parle-t-on? On parle évidemment d'un grand nombre de données. Elles sont listées à l'article 51 du règlement. S'il n'y en a qu'un que vous devez lire, je vous invite à lire celui-là. Il détaille très précisément le périmètre des données qui sont concernées. Et on y voit notamment, évidemment, toutes les données issues des dossiers médicaux électroniques, mais au-delà de ça, toutes les données médico-administratives, toutes les données qui sont de près ou de loin liées à la santé, toutes les données, y compris des données qui ne sont pas du tout des données à caractère personnel, qui peuvent être des données non personnelles, et toutes les données de la sphère de la recherche, hein, toutes les données de cohorte, tous les registres, toutes les données issues des essais cliniques, etc. Donc je dirais que vous êtes, vous, public d'aujourd'hui, particulièrement concerné, à la fois avec une casquette de détenteur de données et à la fois avec une casquette potentielle, évidemment, d'utilisateur de données. Donc, pour continuer sur ce que prévoit le règlement vis-à-vis des détenteurs de données, donc outre cette obligation de mise à disposition des données, eh bien évidemment, en contrepartie de cette obligation, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus, la possibilité de percevoir des redevances et la possibilité de voir évidemment ses droits de propriété intellectuelle ou le secret des affaires préservés. Et le détenteur doit aussi alimenter en fait et décrire les jeux de données qu'il détient dans un catalogue national de métadonnées qui sera rendu public dans les 27 États membres et aussi à l'échelle de l'Union européenne, ce qui donnera une fabuleuse transparence sur les jeux de données disponibles partout dans l'Union européenne. Enfin, sur le volet utilisateur, donc les utilisateurs de données, grâce à ce catalogue, ils auront une transparence assez inédite sur les jeux de données disponibles. Et puis, pour eux, l'ambition du règlement, c'est de prévoir un guichet unique, en fait, et une procédure unique à l'échelle de l'Union européenne pour accéder effectivement à ces données pour des réutilisations secondaires dans un cadre évidemment assez normé. Du coup, j'y viens justement pour veiller, on va dire, au respect d'un certain nombre de règles hein, sur la manière de mettre à disposition ces données. Eh bien, le règlement prévoit que chaque État membre doit désigner un organisme responsable de l'accès aux données, un ou plusieurs, on y reviendra dans les fiches. Cet organisme responsable de l'accès aux données, il a plusieurs missions clés. Il autorise l'accès aux données, il prépare et il sécurise les jeux de données, pseudonymisation, etc. Il a un énorme travail d'information et de transparence vis-à-vis des citoyens et de tous les acteurs concernés. Il pilote aussi d'une certaine manière, ou il gère en tout cas d'une certaine manière la perception des redevances que j'ai évoquées, et surtout il a un pouvoir de contrôle et de sanction pour le non-respect des dispositions du règlement.
Il a aussi un certain nombre d'exigences, hein. Il doit proposer nécessairement un environnement de traitement sécurisé dans lequel les utilisateurs vont être amenés à travailler les données ainsi accéder. Il doit être capable de traiter les demandes transfrontalières, hein. Les demandes transfrontalières, on y reviendra, mais c'est lorsqu'un utilisateur veut accéder à des jeux de données qui sont détenus dans plusieurs pays de l'Union européenne, ce qui sera considérablement facilité par le règlement. Et il doit bien sûr éviter et se prémunir contre tous les risques de conflit d'intérêts. Donc ça, c'est on va dire l'acteur pivot prévu dans le règlement. Et le règlement prévoit aussi d'autres acteurs qui sont aussi des acteurs importants et qui sont des marges de manœuvre laissées aux États membres. On y reviendra dans les fiches. D'abord, donc, les détenteurs de données de confiance. Donc là, ce sont typiquement certaines catégories de détenteurs de données qui, parce qu'ils remplissent un certain nombre de conditions, vont pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie dans un certain nombre des missions et qui vont pouvoir endosser certaines missions qui sont a priori fléchées sur l'organisme responsable de l'accès aux données. ORAD, c'est pour organisme responsable de l'accès aux données. Autre marge de manœuvre et autres types d'organismes visés dans le règlement, les entités d'intermédiation de données, donc qui, elles, peuvent être désignées pour accomplir pour le compte du détenteur de données un certain nombre des obligations qui sont à sa charge, comme la capacité à mettre à disposition les jeux de données et à décrire, par exemple, les métadonnées pour alimenter le catalogue. On y reviendra aussi dans les fiches sur ces sujets-là. Alors, sur la partie utilisation secondaire, toujours, beaucoup d'entre vous, j'imagine, là, parmi les participants, sont déjà au courant, hein, mais peut-être un simple rappel. Donc là, on est dans la phase de consultation publique pour préparer les dispositions législatives. J'y reviendrai aussi sur les marges de manœuvre nationales. Mais sur la partie utilisation secondaire, on s'inscrit aussi dans un cadre déjà, on va dire, préexistant, qui est celui de la stratégie nationale et interministérielle relative à l'utilisation secondaire qui est pilotée par Emmerich. Donc, il y a un certain nombre de cas, vous verrez, où on vous renvoie vers les travaux menés déjà depuis pas mal de temps sur la préparation de cette stratégie. Et puis, on a aussi des travaux qui se font en ce moment à l'échelle européenne, dans le cadre de l'action conjointe qu'on appelle TEDAS 2, qui, on va dire, préfigure et prépare l'arrivée du règlement, et dans laquelle l'ADNS et la plateforme des données de santé sont déjà étroitement impliqués. Et là aussi, on aura besoin de vous pour contribuer à un certain nombre de livrables et pour aider à préparer l'arrivée du règlement à l'échelle de l'Union européenne. Un petit mot maintenant sur les délais, parce qu'évidemment, c'est un sujet important qui nous contraint aujourd'hui d'ailleurs à vous saisir dans des délais aussi assez courts et assez restreints. Le règlement, il est entré en vigueur à la fin du mois de mars 2025. Il n'est pas encore entré en application. Il prévoit des délais échelonnés d'entrée en application. Pour faire court, première série d'entrée en application en mars 2027, donc plus 2 ans. Deuxième série en mars 2029, plus 4 ans. Troisième série en mars 2031, plus 6 ans. Mais du coup, on est déjà contraint par l'entrée en application d'un certain nombre de dispositions dès le mois de mars 2027. Donc là, on vous propose une slide qu'on vous laissera le temps de regarder à tête reposée si vous le souhaitez, qui détaille précisément les blocs de sujets qui entrent en vigueur à telle ou telle date. Donc elle est assez aride, donc je ne la commente pas plus que ça à ce stade. Et peut-être, je vous rappelle un petit peu la procédure en fait et le process de concertation qu'on a souhaité nous enclencher dans ce contexte-là. Donc on a concerté sur les 15 fiches thématiques là qu'on va vous présenter brièvement les acteurs du premier cercle, on va dire les acteurs directement concernés et impactés par le règlement au titre des institutions, on va dire ça comme ça. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à ouvrir cette concertation vis-à-vis du second cercle. Donc là, c'est-à-dire en gros l'ensemble des acteurs qui le souhaitent et tout l'écosystème, on va dire, public ou privé, plus ou moins directement impacté par le règlement. Et en termes de calendrier
des concertations. Donc ça, c'est sur la slide suivante. C'est là où je vous parlais de calendrier contraint. J'y reviendrai par la suite. Mais en fait, nous, on est contraints par un certain nombre d'arbitrages qui doivent être faits en vue de préparer des modifications législatives, en fait. Hein. Donc, on a nécessairement certains ajustements législatifs à prévoir pour activer certaines marges de manœuvre nationales. Et pour que la loi en question puisse être promulguée en mars 2027, eh bien, on a un rétroplanning ultra exigeant qui fait que nous, on doit être capable de finaliser un projet de loi ou enfin, des dispositions législatives en tout cas avant la fin de l'année, c'est-à-dire à l'automne 2025. Là. Et donc, il y a certains arbitrages qui sont nécessaires pour pouvoir rédiger les dispositions et préparer le travail. Et donc, ces arbitrages, eh bien, il faut qu'on puisse les faire au mois de juin. C'est pourquoi on vous propose, un peu malgré nous aussi, on subit aussi ces délais très contraints de concertation. Je vais y revenir un instant. En gros, on a potentiellement deux blocs, on va dire, de dispositions législatives. On peut envisager de découper, mais ce n'est pas si évident que ça. Donc, c'est un travail là qu'on essaie de faire, de découper certains sujets qui entrent en application vraiment en mars 2027. Il nous faut absolument des choses prêtes pour le PJL là de l'automne. Il y a peut-être certains sujets qu'on pourra décaler, mais en l'état, en tout cas, parmi les 15 fiches qu'on vous soumettra, on va dire qu'il y a quand même un maximum de choses qui doivent être prêtes pour l'automne et pour être embarquées déjà dans le premier bloc de PJL. Sur les 15 fiches qui vous sont proposées, on les a découpées de la manière suivante. On a 6 fiches sur l'usage primaire qu'on va vous présenter là aujourd'hui. Hein. On va peut-être aller vite, mais on va quand même vous les présenter. 4 fiches sur l'usage secondaire et 5 fiches sur la gouvernance. Du coup, on peut attaquer peut-être quelques rappels avant de démarrer vraiment la présentation synthétique de chaque fiche. Ces fiches, on va les mettre en ligne lundi 28 avril sur la plateforme Participer de l'ANS. Donc, elles seront mises à disposition du public et chacune pourra contribuer. Donc, on attend évidemment vos retours sur ces fiches. L'idée, c'est qu'on puisse ensemble, avec ceux qui le souhaitent, rediscuter en personne et de vive voix pendant Saint-Expo. En fait, la journée du 20 mai, on va organiser 3 ateliers ce jour-là. Un atelier usage primaire, un atelier usage secondaire, un atelier gouvernance. Comme c'est du présentiel, il y aura un nombre limité maximum de participants, donc on fera au mieux pour vous permettre d'y accéder. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez venir expliciter les commentaires écrits que vous aurez pu envoyer au préalable. L'idée, c'est qu'on puisse échanger, travailler ensemble. Voilà, donc c'est vraiment un atelier qui se voudra, en tout cas, participatif. Donc, on va mettre en ligne les fiches 28 avril et vous aurez jusqu'au 16 mai au soir, donc 17 mai, pour commenter, réagir, nous envoyer vos retours, pour qu'on puisse à minima, nous, travailler un petit peu ces retours que vous nous aurez faits pour le 20 mai, pour pouvoir avoir un atelier et des ateliers constructifs. Donc, les retours qu'on attend de votre part, c'est, vous le verrez, les fiches sont présentées toutes de la même manière, avec des scénarios, des impacts, des scénarios, des enjeux identifiés, des impacts. Et donc, aussi bien sur les enjeux identifiés que sur les impacts, nous, qu'on voit, que sur les scénarios, ben, que vous nous fassiez vos retours sur des choses qu'on aurait oubliées, des éléments qui vous paraîtraient importants d'embarquer dans le processus. Donc, en synthèse, les jalons pour vous à avoir en tête. Première date, 28 avril, mise en ligne des fiches. Le 16 mai, date limite max de dépôt de vos retours sur la plateforme Participer. Les ateliers du 20 mai, on vous enverra tout ça par mail, bien sûr, avec les différents liens d'inscription pour ceux qui le souhaitent. Et l'objectif pour nous est que, donc, après le 20 mai,
on met à jour les fiches et ensuite on envoie, entre guillemets, ces fiches à l'arbitrage, arbitrage politique, arbitrage en interministériel. Et donc, notre objectif est que lors du CNS du 24 juin, on puisse eh bien, restituer en fait les arbitrages qui auront pu être faits. Dans le cadre du CNS, il y a aussi, après la première fiche, qui a été désigné spécialement en charge de cette question, de la mise en œuvre. Et donc, certains d'entre vous se sont déjà fait connaître pour candidater à ce GT, mais du coup, on attendait aussi éventuellement une candidature sur la partie usage secondaire. Si certains veulent se faire connaître, ça peut être aussi le moment. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec les aspects organisationnels et méthodes. Et du coup, on peut passer, merci beaucoup, à la première fiche. Donc là, on va dérouler. Alors, je prends la parole parce que certains de mes collègues sont en congé. Donc, je vais présenter certaines fiches. On va parler là des 6 premières fiches dédiées à l'usage primaire. On va essayer d'aller vite parce que je ne suis pas certaine que ce soit principalement les fiches qui vous intéressent le plus, mais je crois que c'est intéressant quand même si vous êtes plus tourné vraisemblablement vers l'utilisation secondaire des données, c'est important quand même d'avoir en tête ce qui se préfigure sur la partie utilisation primaire. Donc, d'abord, sur l'utilisation primaire, premier point, je l'ai évoqué, le règlement prévoit un certain nombre d'obligations pour les États membres vis-à-vis de leurs citoyens quant à leur dossier médical électronique. Eh bien, nous, on fait le choix, plutôt que de faire peser ces obligations sur les établissements de santé, sur les professionnels de santé, finalement, de faire endosser ces obligations-là par mon espace santé. Donc, c'est mon espace santé qui va répertorier ces 6 catégories principales de données qu'on a évoquées et qui permettra, du coup, de les mettre à disposition et qui permettra surtout aux citoyens finalement d'exercer les droits qui sont prévus par le règlement. Il y a quelques ajustements nécessaires en fait pour permettre de s'assurer que le règlement est vraiment absolument que ce qu'on fait en France avec mon espace santé est absolument ISO avec les exigences du règlement, mais a priori c'est ce qui nous a paru évidemment la meilleure méthode. Et on travaille aussi, bien sûr, actuellement à la connexion entre mon espace santé et le fameux portail Césali que j'évoquais tout à l'heure, pour que le partage de ces données puisse aussi se faire à l'échelle européenne. Mais ça, je crois que mon collègue Jean-Christophe y reviendra rapidement tout à l'heure. Donc voilà pour cette première fiche qui, finalement, elle ne propose qu'un seul scénario. Donc il n'y a pas beaucoup de fiches qui sont construites comme ça, mais c'est vraiment le seul scénario crédible qui nous paraissait devoir être retenu. La deuxième fiche, elle est plus orientée vers les professionnels de santé, puisque le règlement prévoit aussi que les États membres doivent mettre à disposition des professionnels de santé un outil qui leur permet effectivement d'accéder partout en Europe, mais aussi à l'échelle des États membres, finalement, au dossier médical électronique du patient et notamment qui permet d'alimenter ce dossier médical électronique avec les 6 catégories de données prioritaires que j'évoquais. Donc là, en gros, on a là encore un scénario global qui, on va dire, est le scénario de, là aussi, on passe par mon espace santé, que ça soit aussi bien vu du patient que vu des professionnels de santé. Ça simplifie, ça facilite. Via le portail Césali pour la partie européenne. Et puis peut-être une situation particulière à traiter, qu'on a isolée un petit peu, qui concerne le cas des e-dispensations, parce que parmi les catégories prioritaires de données, c'est la catégorie qui aujourd'hui n'est pas encore dans mon espace santé, mais le reste, pour le coup, des catégories, y figure déjà peu ou prou. Je ne m'attarde pas plus que ça sur celle-là. La fiche numéro 3, donc, c'est la capacité de chaque État membre à partager ces catégories de données prioritaires. Donc ça, on l'a évoqué. Donc, pour nous, je dirais que c'est relativement, je dirais,
facile, entre guillemets, en tout cas sur le papier. Après, techniquement, c'est quelques défis certainement. L'idée, c'est qu'à partir de mon espace santé et de ce qui est contenu notamment dans le DMP, bien sûr, eh bien, on va pouvoir partager ces données-là, encore une fois, au cas par cas, ponctuellement, et notamment, donc, un professionnel de santé français pourra consulter les éléments d'un patient européen qu'il reçoit, et vice-versa, un patient français qui se déplace en Europe eh ben, pourra faire en sorte que le professionnel de santé chez qui il va pourra là aussi accéder à ces éléments-là. Et je laisse la parole à mon collègue Jean-Christophe Covin Oui, pour bonjour. la fiche numéro 4. Donc la fiche numéro 4, c'est sur la partie interopérabilité. Donc c'est un des grands enjeux du règlement EDS. Donc la capacité des applications, des systèmes installés dans les hôpitaux au niveau national, d'échanger des données donc à l'intérieur d'un pays, mais aussi dans les échanges transfrontaliers. Donc il y a un nouveau format qui a été défini, c'est le format EHRXF. Donc en fait derrière qui s'appuie sur des standards. C'est des standards internationaux. Donc, ce qui est retenu au niveau européen, donc, c'est des standards FHIR et le standard ICOM pour l'échange d'images médicales. Et il y a également un certain nombre de standards de terminologie qui ont été retenus. Alors, ce sont des terminologies préférées. Le terme est préféré. Et notamment donc la SNOMED CT, la SIM, alors j'ai mis SIM10, mais c'est la SIM, SIM10, SIM11, l'OINC, des terminologies qui viennent aussi du standard HL7, des jeux de valeurs du standard, etc. Donc pas mal de ces terminologies sont déjà utilisées en France pour l'échange de documents avec notamment le Mon Espace Santé, le DMP. Et ce qu'on remarque en fait sur ce nouveau format européen, c'est qu'on bascule sur des nouveaux standards, notamment, enfin, on met en avant le standard FHIR, donc il y a pas mal d'établissements qui l'utilisent déjà pour des expérimentations ou peut-être même des mises en production locales. Mais là, donc, le standard FHIR va être généralisé donc, au niveau européen. Donc, une application développée en France va pouvoir être déployée dans un pays européen et être interopérable, moyennant certaines adaptations, bien sûr, avec les autres applications de ce pays et inversement. Donc, du coup, cette fiche est accompagnée d'un PowerPoint, une centaine de diapos en fait, qui parlent de cas d'usage, hein, puisque lorsqu'on parle d'interopérabilité, poser des standards comme ça ne veut absolument rien dire. Il faut derrière comprendre comment ces standards sont utilisés. Et du coup, la fiche est accompagnée de cas d'usage. Donc, au niveau des scénarios, donc en fait, il y a deux. Comment va-t-on faire? Notamment, le scénario, c'est surtout l'intégration avec mon espace santé et le DMP. C'est qu'actuellement, donc, on utilise des standards, je sais pas, enfin, des standards d'interopérabilité qui sont entre guillemets anciens, voire obsolètes, notamment le format CDA. Le standard CDA, donc c'est un standard de document promu par HL7 International et qui n'est plus du tout maintenu. Donc, il va y avoir une grosse bascule à faire pour passer de CDA vers FHIR notamment, et des documents CDA vers des documents FHIR. Et du coup, le scénario, est-ce qu'on fait un Big Bang? Est-ce qu'à partir de 2029, pour les catégories de données concernées, donc tous les systèmes seront capables, devront basculer sur des documents au format FHIR et les envoyer vers mon espace santé DMP avec les API FHIR correspondants, ou alors on fait un scénario alternatif, un autre scénario qui est plutôt qui est de faire un tuilage en fait entre les standards qui sont utilisés actuellement et les standards européens. En fait, le règlement européen n'oblige pas à déployer le standard, le format EHRXF. Il oblige les éditeurs, les fabricants de dispositifs, d'applications à être capables d'envoyer et d'échanger des données dans ce format-là. Donc, c'est plutôt ce scénario-là qu'on va privilégier. En tout cas, il est soumis à votre concertation. Et je vous invite vivement à commenter la fiche et à regarder les diapositives qui l'accompagnent. Ensuite, sur la connexion à masanté.ue, donc je parlais donc je parlais tout à l'heure des échanges intra-pays, nationaux et des échanges transfrontaliers. Donc là, on est plutôt dans ce cas-là. Donc là, la connexion va permettre de pouvoir. Je suis un patient, un Français. Je vais en Allemagne voir ma famille.
je suis hospitalisé, j'ai un problème, j'ai un accident de la route, donc je suis hospitalisé, je vais aux urgences. Donc un médecin allemand va pouvoir donc utiliser un outil développé en Allemagne, donc spécifique, pour pouvoir accéder à mon espace santé et à mon DMP et récupérer mes données de santé. Et inversement, bien sûr, un touriste allemand qui viendra en France pourrait aussi accéder à ces données-là, à ces données stockées dans son DMP équivalent allemand qui s'appelle IPA. Il y a d'autres cas d'usage aussi, c'est sur la dispensation de médicaments. Donc, j'ai une ordonnance de médicaments que me donne mon médecin français. Je travaille au Luxembourg. Donc, je peux aller à la pharmacie au Luxembourg. La pharmacie me délie mes médicaments et la pharmacie donc, peut déposer dans mon espace santé donc, les médicaments qui m'ont été dispensés. Donc, comme disait tout à l'heure Émilie, donc, il y a un gros travail d'intégration à faire entre mon espace santé DMP et cette infrastructure européenne. Et cette infrastructure s'appuie sur ce qu'on appelle des proxys, donc on appelle ça des National Contact Points, donc, et un portail web pour visualiser les données des autres pays. Donc tout ça, c'est déjà en place au niveau national, hein, puisqu'il y a des projets qui ont démarré il y a quelques années et qui ont permis de mettre en place cette infrastructure et sur le volontariat. Là, avec le règlement, ça sera obligatoire. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette fiche-là. Et il y a également donc un PowerPoint qui accompagne la fiche qui permettra de bien comprendre les cas d'usage. Merci Jean-Christophe. Alors, un petit point rapide sur le marquage CE des logiciels de dossiers médicaux électroniques. Je ne suis pas sûre que le public aujourd'hui soit particulièrement concerné par le sujet. Donc, le chapitre 3 du règlement prévoit en fait et fixe les règles en la matière, hein, les règles nouvelles qu'il propose. Donc, pour le coup, il n'y a pas de marge de manœuvre des États membres. Simplement, nous, on a souhaité quand même proposer une fiche sur ce point parce que se pose la question de la manière dont on va articuler, nous, en France, l'arrivée de ce marquage CE pour les logiciels de dossiers médicaux électroniques avec les exigences nationales existantes à l'heure actuelle posées dans les référentiels de l'Agence du numérique en santé, par exemple, en termes d'interopérabilité, de sécurité ou d'éthique. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer la meilleure manière de combiner l'existence de ce marquage CE avec les exigences nationales. Hein. Le règlement le permet, mais du coup, pour nous, l'objectif, c'est de vous consulter sur la manière de faire, puisque le marquage CE prévu dans ce règlement est un marquage CE qui repose sur une auto-certification. Et donc, finalement, est-ce qu'on s'inspire de cette auto-certification pour l'étendre aux pratiques de vérification de conformité mises en œuvre par l'ANS jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce que finalement on reste avec un mécanisme qui est plutôt un mécanisme de contrôle a priori avec une certification préalable pour les exigences nationales. Donc ça fait partie des sujets qui seront détaillés dans la fiche 6 dont vous pourrez prendre connaissance bien sûr plus en détail que la version très synthétique qui vous est présentée là. Avant de passer à la deuxième série de fiches dédiées à l'usage secondaire, peut-être un point de méthode, juste parce qu'il y a un certain nombre de questions dans les questions-réponses qui nous amènent un petit peu à avoir la même réponse. Donc là, on vous fait une présentation très synthétique des fiches, mais vous aurez évidemment accès à ces fiches détaillées dès lundi prochain. Elles sont beaucoup plus copieuses et elles rappellent à chaque fois le texte du règlement, les enjeux, les impacts, etc. Donc, je peux comprendre que vous ayez déjà pas mal de questions sur cette partie synthétique des fiches, mais pour le coup, il y a pas mal de réponses qui seront, on l'espère, en tout cas, dans le contenu des fiches dont vous pourrez prendre connaissance. Parole à mon collègue Aymeric Perchamp pour la présentation des fiches dédiées à l'usage secondaire des données. Donc, sur cette fiche numéro 7, on aborde les problématiques de transparence et de droits des personnes. Donc, dans le règlement, il y a deux nouveaux droits qui apparaissent. Un, le droit de refus, donc refuser d'avoir ces données utilisées dans le cadre d'un usage secondaire, qui est un refus plutôt binaire, c'est-à-dire on ne peut pas refuser sélectivement pour tel ou tel détenteur ou tel projet, c'est un refus en masse, si j'ose dire, et deux, un droit d'information du patient en cas d'information liée à une constatation significative relative à la santé d'une personne physique
et on a le droit de refuser d'avoir ces informations. Donc la marge de manœuvre nationale, c'est la possibilité de prévoir des dérogations dans des cas exceptionnels au droit de refus, notamment dans des enjeux importants de santé publique. Et également, sur le deuxième point, c'est préciser les conditions d'information de la personne physique par le détenteur, tel que c'est écrit en tout cas dans le texte du règlement, ou par un professionnel de santé, sachant que les règles nationales continuent de s'appliquer. Clairement, là, les enjeux, c'est un équilibre qu'on a entre le respect qui ne se discute pas hein, du droit des personnes, le respect de la confidentialité des individus, et puis l'amélioration globale de la santé des individus et du système de santé, et de permettre un exercice qui soit suffisamment simple, qui est forcément en lien étroit avec un niveau d'information qu'il est indispensable de donner à l'ensemble des citoyens. Donc, pour l'exercice du droit de refus, on compte effectivement appliquer cette marge de manœuvre pour prévoir des dérogations au droit de refus pour potentiellement certains types de données et certains usages, sachant que il est bien entendu que ce sont des cas qui doivent rester exceptionnels, car dérogatoire et pas quelque chose de systématique. Donc cette modalité de mise en œuvre également du droit de refus, il sera abordé dans le cadre de la stratégie sur l'usage secondaire de données de santé par rapport à sa mise en application, et notamment à des nombreuses questions qu'on a sur l'utilisation possible de mon espace santé d'un côté, qui peut servir de relais, et également le concentrateur de droits de la plateforme de données de santé qui est le Health Data Hub. Sur l'exercice du droit d'information en cas de constatation significative, on compte effectivement maintenir cette obligation d'être en capacité d'informer et de respecter, si la personne a refusé d'être informée, effectivement, de ne pas l'importer. Néanmoins, les modalités doivent être mises en œuvre. C'est quelque chose qui n'est pas simple, parce qu'on est un petit peu sur un grand écart entre un principe quand même fondateur de ce règlement, qui est il faut utiliser au maximum des données anonymes, si on ne peut pas des données pseudonymes, et là un exercice du droit qui demande d'aller jusqu'à une réidentification des personnes. On prend les questions après Ok, bon, on va passer à la prochaine fiche. Donc la prochaine fiche, c'est l'organisation des détenteurs de données. Donc là, je vais faire un petit message avant. Cette fiche-là, elle fait aussi, j'ai fait un petit peu référence à la fiche sur les organismes responsables de l'accès aux données, car c'est une question d'organisation au niveau national de l'ensemble des détenteurs et des modalités d'accès aux données. Donc la marge de manœuvre, il y a une première marge de manœuvre qui est la possibilité d'étendre le périmètre des détenteurs de données aux chercheurs individuels et aux micro-entreprises. Également, et c'est une marge de manœuvre qui est étroitement liée à celle qui précède, la possibilité de désigner des entités d'intermédiation de données de santé pour assumer des obligations de certaines catégories de détenteurs, qui est une marge de manœuvre qui a été prévue justement pour que potentiellement des micro-entreprises ou des chercheurs individuels puissent être en capacité de mettre à disposition des données avec l'aide de ces entités d'intermédiation. Également, la troisième marge de manœuvre importante, c'est la possibilité de prévoir un process particulier pour désigner ce qu'on appelle les détenteurs de données de confiance. Donc, c'est les détenteurs qui sont de confiance, et donc de pouvoir définir la procédure pour les déterminer. Donc l'enjeu, c'est en lien avec la gouvernance. De toute façon, c'est accélérer l'accès, capitaliser sur les initiatives existantes, sur ce qui marche déjà, sur les mécanismes aujourd'hui qui sont effectifs, et essayer de distribuer quand même les responsabilités, d'autonomiser certains acteurs qui, par ailleurs, ont déjà fait plus que leur preuve de leur efficacité par rapport à la mise à disposition de leurs données. Donc, le scénario, dans les scénarios envisagés sur la première marge de manœuvre, par défaut, on ne va pas étendre le périmètre à tous les détenteurs et aux chercheurs individuels. Néanmoins,
dans le recours aux entités d'intermédiation de données, on dispose d'un moyen qui peut être efficace pour aller accéder à des données qui sont un petit peu éparpillées sur le territoire, notamment auprès de micro-entreprises, donc au sens européen du terme. Donc typiquement la médecine libérale, où tous les professionnels de santé en libéral peuvent être considérés la plupart du temps comme des micro-entreprises, et donc leur demander de contractualiser avec une entité d'intermédiation de données pour que les chercheurs puissent bénéficier de leurs données, et quelque chose qui est pertinent et qui permet de ne pas faire reposer les obligations aux détenteurs, au seul détenteur, mais à quelqu'un avec qui il a contractualisé, ce qui supposerait évidemment, pour anticiper les questions, qu'il y ait un financement qui soit assorti, de façon à ce que ces micro-entreprises, ou en tout cas les professionnels de santé en libéral, qui est peut-être le meilleur exemple qu'on puisse avoir ici, puissent effectivement contractualiser avec un tiers et pouvoir se décharger en quelque sorte des obligations qui leur incombent pour se reposer sur ces entités d'intermédiation. Sur le troisième point, le rôle des détenteurs de données de confiance. Donc là, c'est forcément un détenteur de données de confiance et un détenteur de données. La mission, telle que c'est écrit dans le règlement, c'est qu'un détenteur de données de confiance peut donner accès aux données qu'il détient à un utilisateur de données, donc dans une bulle sécurisée. Ça suppose également qu'il est en capacité d'instruire des demandes et d'émettre un avis sur les demandes d'accès aux données, sachant que dans le texte, c'est l'ORAD qui a la décision finale pour l'accès aux données, mais on envisage d'introduire des mécanismes qui permettraient de très largement se reposer sur l'avis de ces détenteurs de données de confiance, qui doivent s'appuyer sur des comités scientifiques et éthiques locaux, tel que c'est prévu de toute façon dans les entrepôts de données de santé aujourd'hui. Donc là, on veut essayer de se caler un petit peu sur une marge, sur en tout cas un modèle qui a été construit déjà en France depuis quelques années. Nous, la France, on s'est pas mal battu au niveau de la Commission européenne, justement pour faire émerger ce rôle de détenteur de données de confiance, qui permet de répartir le rôle et de responsabiliser et d'autonomiser certains détenteurs, ou plutôt de garantir une autonomie qui existe déjà par ailleurs, donc de s'appuyer sur les acteurs déjà en place. Sur cette fiche-là, on parle de redevances. Donc là, la marge de manœuvre, c'est uniquement là, de pouvoir prévoir des redevances réduites pour certains types d'utilisateurs, et notamment les petites entreprises, les chercheurs et des entités publiques. Donc c'est un enjeu de favoriser la réutilisation, de garantir un peu une équité de traitement en lien avec les moyens économiques de chaque entité, et pour autant d'essayer de construire un modèle économique qui soit viable globalement pour l'ensemble des acteurs. Donc là-dessus, on prévoit effectivement d'appliquer cette marge de manœuvre et prévoir des redevances réduites par type d'utilisateur. Il y a une spécificité nationale qui est à instruire aujourd'hui, qui est celle du système national de données de santé dans la base principale et le catalogue, qui aujourd'hui sont des accès gratuits et qui, à terme, pourraient tout à fait être sur le même régime de redevance que l'ensemble des données de santé. Là-dessus, on avait eu une recommandation, notamment du rapport de Jérôme Marchand-Harvier, de converger vers ça à terme, pourvu que les accès au SNDS soient réduits et à terme, évidemment, rentrent dans le cadre du règlement qui aujourd'hui n'est évidemment pas le cas, comme tout le monde le sait. Également, un petit rappel sur les redevances. On a bien deux types de redevances, et le règlement prévoit explicitement une exception au DGA. Donc, on a une redevance sur la mise à disposition des données, qui va en gros à celui qui va ouvrir la bulle sécurisée pour travailler sur les données. Donc, ça peut être un détenteur de données de confiance ou un ORAD, et également des redevances sur les coûts de préparation et des collectes des données. C'est là où c'est une exception au DGA qui ne prévoit pas cette redevance-là, qui ira au détenteur. Donc il y a un cas où, quand c'est le détenteur de données de confiance qui fait
prodigue un accès à ces données, forcément, c'est lui qui va percevoir les deux redevances de redevances. Et je crois que c'est la dernière fiche sur l'usage secondaire avant d'aborder les enjeux sur la gouvernance. Sur la fiche donc, numéro 10, c'est les périmètres de données, les enjeux éthiques. Donc, il y a une application nationale, c'est de prévoir une instruction via une évaluation éthique, donc articuler les différents comités d'éthique qu'il y a en France. Et puis également, en marge de manœuvre, prévoir potentiellement d'augmenter, de rajouter des catégories de données supplémentaires, là où on a déjà quand même un spectre extrêmement large dans ce fameux article 51 du règlement. Prévoir un régime spécifique sur les annotations et les enrichissements des données par les utilisateurs des données, donc à destination des détenteurs, et puis de prévoir des garanties supplémentaires pour certaines catégories de données. Donc là-dessus, dans les scénarios envisagés, il y a donc l'aspect éthique. Aujourd'hui, on est en présence de différentes entités qui ont des rôles tous un petit peu différents entre le CESRES et puis les CSE locaux sur tout ce qui est recherche n'impliquant pas la personne humaine. Et puis on a des organisations avec le CNRIPH et des CPP pour les recherches impliquant la personne humaine, sur lesquelles il y a des enjeux qui sont similaires, même si on sait très bien que le rôle du CNRIPH et du CESRES sont extrêmement différents dans leur définition actuelle, en tout cas dans la définition actuelle du CESRES. Néanmoins, on voit clairement qu'il y a un besoin de rapprocher, de fluidifier les échanges, sachant qu'on a de plus en plus d'études qui sont mixtes, qui impliquent la personne humaine, mais qui utilisent également des données à part et qui donc vont devoir aller chercher des autorisations auprès CPP potentiellement et du CESRES, et qu'il y a un vrai besoin d'articulation, plus de coordination de ces différentes entités. Sur les catégories supplémentaires de données, hein, comme Émilie a dit tout à l'heure, c'est tellement large qu'aujourd'hui, on n'a pas prévu d'élargissement des catégories de données supplémentaires. Peut-être faute de créativité, là aussi, si vous avez des retours et des données que le règlement aurait pu oublier, on serait ravis d'être surpris là-dessus, mais aujourd'hui, c'est quand même extrêmement, extrêmement large déjà. Sur les annotations et enrichissement des données, donc ça, c'est des choses qui nous ont été retournées par ailleurs pas mal de fois. Il n'y a pas de création d'une obligation nouvelle. Par contre, avoir une incitation et d'aménager ça effectivement dans les textes, c'est quelque chose qui est prévu en lien avec cette fiche. Et dernier point, les garanties supplémentaires sur certaines catégories de données. C'est un élément qui est sans doute à approfondir, sachant que dans la mise en œuvre du règlement, on a 2 dates sur les données. On a 2029 pour la plupart des données, mais on a 2031 sur certaines données, et notamment les données issues des centres de recherche biologiques, les données qui sont omiques au sens large, les données d'application de bien-être également. Donc sur ces catégories de données, notamment tout ce qui va être génétique, omique et puis CRB, aujourd'hui, il y a des régimes spécifiques. Il faut voir si on garde ces régimes spécifiques en France ou si on élargit sur l'opt-out. Donc ça, c'est un point également qui est discuté dans cette fiche. Merci Aymeric. Peut-être avant de passer aux fiches qui suivent, puisque les fiches qui suivent sont dédiées vraiment à la gouvernance, on peut peut-être s'attarder un tout petit instant sur les questions qu'on a eues sur le chat sur ces sujets précisément. Donc, on avait une question d'Isabelle Fernandez, à qui j'ai fait un premier élément de réponse, qui s'interroge sur les modalités, le processus au niveau national de labellisation, entre guillemets, pour définir les entités d'intermédiation et les détenteurs de données de confiance. Donc, j'ai répondu brièvement, que c'était en quelque sorte une forme de labellisation, en tout cas le respect de certaines conditions, mais peut-être que tu veux compléter. Oui, tout à fait. Alors, sur les détenteurs de données de confiance, clairement, les détenteurs doivent pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie et donc de pouvoir répondre aux sollicitations, doivent avoir un CSE, doivent avoir une bulle sécurisée dans laquelle les données peuvent être ouvertes à l'utilisateur et peuvent être travaillées. Donc,
Il y a un certain nombre d'obligations également sur les délais sur l'instruction de demande, sur les délais de mise à disposition des données. Donc forcément, c'est des choses qui devront être surveillées. Pour autant, on ne veut pas faire exploser l'ensemble des règles du jeu, des référentiels, des certifications, des labellisations. Et on va essayer de faire quelque chose de proportionnel aux enjeux et aux risques liés aux données que ce détenteur détient. Néanmoins, il y aura un socle minimal qui sera sans doute créé. Après, savoir est-ce que c'est une certification par un organisme tiers, est-ce que c'est une autodéclaration avec une surveillance a posteriori, tout ça sont des choses qui n'ont pas encore été tranchées et qui seront sans doute un compromis entre l'efficacité du dispositif et les moyens qu'on pourra mettre dessus. Merci Aymeric. Autre question, toujours sur ce même sujet des entités d'intermédiation et des détenteurs de confiance. Une question sur leur dimension internationale, éventuellement à multi-pays. Alors ça, c'est vraiment une marge de manœuvre qui est laissée aux États membres. Donc, ça sera à la charge de chaque État membre. Donc, ils seront soumis à la législation nationale de leur pays d'établissement. Voilà ce qu'on peut dire peut-être pour répondre à votre question qui est plus juridique. Le règlement ne prévoit pas de possibilité de désigner un détenteur de données de confiance transnational. Il faudra qu'il éventuellement ait cette reconnaissance dans plusieurs pays, s'il a plusieurs établissements dans plusieurs pays. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Oui. Voilà. Après, il y a encore des questions. Organisme responsable de l'accès aux données, HDH. Donc ça, c'est une fiche qui va arriver bientôt, monsieur. C'est la réponse à Michel Doja. On va y venir, hein. C'est la fiche qui suit, c'est la fiche numéro 12. Donc on va y venir. Il y a une question, quel sera l'impact sur la recherche clinique? Peut-être Aymeric, tu veux répondre là-dessus? Alors, les données issues de la recherche clinique sont évidemment concernées. Par contre, tant que la recherche clinique n'est pas finalisée, les données ne doivent pas être mises à disposition. Mais une fois que la recherche clinique est finalisée et que les résultats ont été publiés, les données issues de la recherche clinique sont évidemment concernées par ce règlement. Voilà, je ne vois pas d'autres questions dans le canal questions-réponses à ce stade, donc on va continuer, mais vous pouvez bien sûr continuer à poser vos questions, on essaiera d'y répondre. Donc on passe aux fiches relatives à la gouvernance. Donc une première fiche gouvernance dédiée à l'usage primaire des données. Donc c'est la fiche numéro 11 qui vous explicitera un petit peu les scénarios qu'on envisage pour désigner au niveau national l'autorité compétente pour, on va dire, qui s'appelle donc autorité de santé numérique dans le règlement, pour veiller au respect du chapitre 2 et des règles posées pour l'usage primaire, et une autre autorité qui est l'autorité de surveillance des marchés, qui, elle, est chargée de veiller au chapitre 3 dont on a parlé, donc le marquage CE des logiciels de dossiers médicaux électroniques. Donc ça fait partie au total, le règlement prévoit 3 autorités compétentes nationales. Donc, l'organisme responsable de l'accès aux données, Aymeric en parlera juste après. Et donc, pour l'usage primaire, donc autorité de santé numérique, autorité de surveillance des marchés. On part d'un existant en France où actuellement, quand on regarde ce que prévoit le règlement comme mission pour l'autorité de santé numérique, on reconnaît beaucoup des missions de la DNS, de nous, la délégation numérique en santé, d'une part, et d'autre part de l'Agence du numérique en santé, de l'ANS. Donc, assez logiquement, a priori, on a notamment proposé comme scénario, le scénario de désigner les deux comme autorité de santé numérique, puisque le règlement prévoit cette possibilité-là, en répartissant clairement les missions de qui fait quoi. Donc ça, c'est le premier scénario. Avec, pour l'autorité de santé numérique, un constat, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, l'autorité de surveillance des marchés, pour cette autorité-là, aujourd'hui, le marché des logiciels de dossiers médicaux électroniques n'est pas soumis à un marquage CE, donc n'est pas soumis à une surveillance spécifique. Donc, il n'y a pas l'équivalent
en France aujourd'hui. On a néanmoins l'ANSM qui est autorité de surveillance des marchés pour les dispositifs médicaux et notamment les dispositifs médicaux numériques qui peuvent souvent être embarqués ou en tout cas interconnectés avec des dossiers médicaux électroniques. Mais pas plus que ça. Donc, pour cette autorité de surveillance des marchés, dans le premier scénario, on propose soit que ce soit le ministère de la Santé, donc l'ADNS, ou une autre entité à définir. Le deuxième scénario qu'on propose, c'est finalement une seule autorité qui rassemble toutes les missions, à la fois autorité de santé numérique et autorité de surveillance des marchés. Et cette autorité, éventuellement, pourrait être l'ANS. Donc, ça pose un certain nombre de questions, d'impact que vous verrez dans la fiche. Et puis, troisième scénario possible, une nouvelle structure qui centraliserait aussi toutes ces missions, mais qui serait nouvellement créée, spécifiquement créée, pour endosser à la fois autorité de santé numérique et surveillance des marchés, avec les questions d'articulation avec la DNS, avec l'ANS et avec éventuellement la NSM que ça peut poser. Voilà pour cette première fiche gouvernance sur la désignation d'autorité de santé numérique surveillance des marchés. On peut passer à la suivante, qui est celle qui a déjà suscité pas mal de questions et d'impatience dans notre canal questions-réponses. Donc, je laisse la parole à Aymeric. D'impatience et d'intérêt, forcément. Donc, effectivement, là-dessus, le règlement demande aux États membres de désigner un ou plusieurs organismes responsables de l'accès aux données, HDAB en anglais, qui sont chargés d'accomplir un certain nombre de tâches et qui ont pas mal de missions. On en a dénombré, je crois, 49 ou 50 dans le texte du règlement. On a des enjeux très clairs d'avoir une cohérence nationale, un niveau de simplification que l'on cherche aussi qui est important, de voir quelles sont les missions qui sont déjà endossées, de prendre en compte les missions qui sont non réalisées ou de façon marginale et qui sont prévues dans le règlement, et puis une logique un petit peu d'efficience ou de rationalisation des ressources. Aujourd'hui, après avoir travaillé sur plusieurs scénarios, en fait, il y a une convergence vers la désignation de la plateforme de données de santé et la CNIL comme les deux ORAD principaux en se reposant sur les missions déjà tenues par ces deux entités et qui vont demander de toute façon des extensions d'un côté comme de l'autre. Donc aujourd'hui, la CNIL, ce qui est prévu, c'est qu'elle soit en charge de la partie régulation des demandes d'autorisation, des contrôles et des sanctions, que la plateforme de données de santé assure les autres missions, notamment le catalogue de métadonnées au niveau national, la mise à disposition des données quand on passe par le RAD, le portail de transparence d'information des patients et puis d'exercice des droits. Il y a certaines variantes, certaines options, notamment que la CNIL puisse instruire certaines demandes et que la PDS puisse instruire d'autres demandes, comme c'est le cas par exemple sur le référentiel à des échantillons du SNDS. Et une option 2, c'est que la PDS puisse instruire l'ensemble des domaines dans le cadre de référentiels qui sont par ailleurs déterminés par la CNIL. Il y a également, les États membres doivent désigner quel serait l'ORAD coordonnateur, donc il doit coordonner les différents ORAD au niveau national, mais également avec la Commission européenne. Il y a une option où la PDS peut être désignée comme ORAD coordinateur. Il y a une autre option également où le ministère, donc Travail, Santé, Solidarité, Famille, peut être désigné comme ORAD coordonnateur, même si lui-même le ministère n'aurait pas de fonction opérationnelle par rapport aux missions de l'ORAD. Néanmoins, c'est une possibilité qui est aujourd'hui ouverte. Donc, également à préciser, il y a des travaux d'approfondissement en cours pour voir s'il serait possible, souhaitable, intéressant de désigner quelques ORAD, mais pas beaucoup, thématiques supplémentaires. Aujourd'hui, le point de vue que l'on défend est plutôt d'avoir des recours aux détenteurs de données de confiance qui ont été créés pour ça, et notamment pour se charger des missions importantes qui peuvent incomber à l'ORAD sur l'instruction des demandes de permis, l'avis, la saisie du CSE, préparation, collecte des données, mise à disposition dans une bulle sécurisée.
avec une autonomie qui est déjà assez large. Sur les autres missions de l'ORAD, ça paraît sans doute plus compliqué de répartir dans des ORAD qui seraient thématisés des missions de contrôle, de surveillance, de sanctions, forcément. Donc des ORAD thématiques seraient forcément réduits à uniquement certaines missions dans ce cas-là, mais ce n'est pas le scénario le plus privilégié aujourd'hui. Néanmoins, il est bien évidemment sur la table. On a eu pas mal de demandes en ce sens-là durant ces derniers mois. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions en parlant qui avaient été dans les fiches, dans les questions-réponses. Je crois parce que c'était lié à qui pourrait être l'ORAD. Donc, et il y a une nouvelle question sur le droit au refus du traitement de données. Comment un détenteur de données peut-il honorer le droit au refus de traitement collecté par un ORAD en l'absence d'identifiant partagé au niveau national? Donc ça, c'est sur les modalités pratiques de mise en œuvre du droit de refus. Alors si les données sont anonymes, c'est sûr que ça va être compliqué, ça, d'accord. Après, quand les données ont été pseudonymisées, effectivement, c'est un enjeu de savoir à quel niveau ce droit de refus est appliqué. Sachant que le droit de refus, c'est pas un refus de la collecte des données, c'est un refus de l'usage des données, dans un cadre d'usage secondaire, sachant qu'il y a une dérogation, hein, qui peut être appliquée, suivant les circonstances particulières et qui est malgré tout une utilisation des données. Donc il y a une difficulté. La question là-dessus, c'est est-ce que c'est faisable ou non? Et si c'est pas faisable, de toute façon, j'imagine que ce droit de refus est un petit peu, comment dire? Pas pertinent dans certains cas. Donc sur des données anonymes, non. Par contre, le droit de refus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'est pas rétroactif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un projet, un traitement de données a été autorisé et à partir du moment où il a été autorisé, si un droit de refus intervient a posteriori, ça ne remet pas en cause le traitement qui a été autorisé précédemment. Merci Aymeric. Alors peut-être juste pour compléter, le règlement prévoit déjà un certain nombre de règles, hein, concernant ce droit de refus. Et en revanche, bien sûr, s'agissant des modalités pratiques de mise en œuvre concrète, ben ça fait partie des sujets qui vont nous occuper encore, hein. On a encore le temps de se préparer pour le coup, de voir concrètement comment on va mettre en œuvre et mettre en pratique l'utilisation de ce droit de refus. Mais ce n'est pas l'objet là forcément de la concertation qu'on met en œuvre là. Encore une fois, la concertation et les fiches qu'on vous propose, ce n'est pas des fiches exhaustives sur tout le règlement, pas du tout. C'est des fiches vraiment qui pointent sur certains sujets sur lesquels il y a des marges de manœuvre et il y a des leviers nationaux à activer ou pas. Clairement, on va devoir mettre en œuvre un mécanisme pour tenir compte et permettre aux personnes d'exercer effectivement leur droit de refus. Et ça fait partie des travaux qu'on va mener et qu'on a encore plusieurs mois, voire plusieurs années pour mener, puisque pour faire court, en gros, le chapitre 4 sur l'utilisation secondaire des données, il entre en application dans la plupart de ces grandes lignes, on va dire, en mars 2029. Ouais, alors j'avais une autre petite nuance importante, hein, en lien avec l'articulation des ORAD avec les détenteurs de données de confiance, et via des choses que j'ai entendues il y a pas très longtemps de ça. Aujourd'hui, un ORAD doit proposer une bulle sécurisée pour accéder à des données qu'il pourrait compiler. C'est également une obligation des détenteurs de données de confiance. La réalité, c'est que quand un ORAD va autoriser un traitement, ce traitement n'a pas forcément lieu sur la bulle sécurisée de l'ORAD lui-même. En vrai, la bulle sécurisée peut être une dimension, une certaine liberté de l'utilisateur de données d'utiliser une bulle qui aura été autorisée d'un détenteur de données de confiance. C'est aussi quelque chose qui permet d'avoir cette petite nuance, je pense qu'elle est importante dans le milieu de la recherche, notamment pour pouvoir bénéficier, suivant les détenteurs de données de confiance, de ressources de calcul en propre qui peuvent être très particulières et pas forcément disponibles auprès de l'ORAD. Donc là, c'est pas parce qu'il y a un ORAD national que
la plateforme de l'ORAD national est celle qui est nécessairement utilisée sur un traitement. Ok. On a une autre question concernant la suppression des données qui seraient demandées par un patient. Comment peut-on prouver que la suppression est bien réalisée? Quelle traçabilité assurée? Des processus spécifiques sont-elles prévues en ce sens? Donc, j'imagine quand vous parlez de suppression des données, vous voulez parler d'exercice du droit de refus, c'est ça? Parce que ce n'est pas forcément la même chose, donc je ne suis pas sûre d'être au clair. Ouais, je crains que ça soit. Je ne suis pas certaine. Ben là, on est dans les. Ce qu'on peut vous faire à ce stade, c'est la même réponse, c'est que c'est vraiment les modalités pratiques et effectives de prise en compte de l'exercice des droits par les personnes. Donc là, c'est des choses plus opérationnelles qu'on aura l'occasion de discuter et de débattre. Le règlement, en tout cas, ne va pas à ce niveau de détail-là, mais nous, clairement, il faudra qu'on y aille pour préciser les choses, mais ça, c'est pas forcément au niveau législatif, pour le coup, que ça se prévoit. Donc, on peut avoir un peu plus de temps pour le prévoir, notamment au niveau réglementaire, en tout cas, me semble-t-il. OK. Du coup, on peut peut-être enchaîner avec les autres fiches. Alors, la fiche suivante, elle concerne les points de contact nationaux. Donc là, finalement, c'est le nœud qui va faire le lien entre la France et les autres, et les 26 autres États membres de l'Union européenne et la Commission européenne. Donc, ces points de contact nationaux doivent être désignés dans chaque État membre. Il y en a un pour le volet utilisation primaire, qui s'appelle Ma Santé ATUE, donc Jean-Christophe vous en a parlé tout à l'heure, et un pour le volet usage secondaire, qui s'appelle données de santé ATUE. Donc là, l'idée, c'est de traiter les cas transfrontaliers à l'échelle donc de l'Union européenne, soit pour l'utilisation primaire, soit pour l'utilisation secondaire des données. Donc le règlement laisse évidemment marge de manœuvre aux États membres pour désigner les points de contact nationaux de leur choix, et c'est tant mieux. En pratique, donc nous, on imagine plusieurs scénarios. Un premier scénario qui s'appuie en partie sur l'existant, puisque ce serait confié à l'Agence du numérique en santé le point de contact national pour l'usage primaire, Ma Santé ATUE, en sachant que c'est déjà ce que fait l'ANS dans le cadre des échanges transfrontaliers qui existent déjà et qui sont effectivement en œuvre sous l'égide de la directive soins transfrontaliers, et confié à la plateforme des données de santé le point de contact national pour données de santé ATUE. C'est relativement conforme aussi avec le positionnement qu'a eu déjà la plateforme de données de santé sur notamment le projet pilote qui a été en partie financé par l'Union européenne pour préfigurer un petit peu ce que pourrait être ce point de contact national. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est d'imaginer, plutôt que d'imaginer deux structures distinctes, d'imaginer une structure unique qui abrite les deux points de contact, à la fois usage primaire, usage secondaire. Cette structure unique, ça pourrait être soit l'ANS qui prend les deux, soit la plateforme des données de santé qui prend les deux, soit créer une nouvelle structure ad hoc, avec évidemment à chaque fois des conséquences et des impacts financiers organisationnels divers. Voilà pour cette partie points de contact nationaux. Je passe à la fiche suivante qui concerne un sujet qui a suscité au moins une question dans le canal questions-réponses, qui concerne la question de l'hébergement et de la sécurisation des données et de la localisation des données. Le règlement européen prévoit certaines dispositions, assez peu, il est assez peu disant sur le sujet, et donc il laisse en effet une marge de manœuvre importante aux États membres. Nous, en France, on a aujourd'hui un existant sur le sujet qui est assez copieux déjà, puisqu'on a notre mécanisme de certification hébergeur de données de santé qui s'applique donc à l'usage primaire pour faire court, et qui comporte des exigences en termes de localisation des données et évidemment des exigences de sécurisation. On a aussi la loi sécuriser et réguler l'espace numérique, la loi SREN, qui prévoit un certain nombre de règles renforcées pour l'hébergement en cloud applicable aux organismes publics, pour faire court, aux organismes de la sphère de l'État, et notamment applicable à la plateforme des données de santé, pour, on va dire, rapatrier l'hébergement cloud auprès d'hébergeurs dits souverains. Et puis, on a aussi d'autres référentiels plus spécifiques
est dédié pour le coup à l'utilisation secondaire des données, qui peuvent aussi prévoir dans certains cas certaines règles donc, de sécurité bien sûr, mais aussi parfois certaines règles en termes de localisation notamment. Donc le référentiel SNDS, le référentiel de la CNIL applicable aux entrepôts de données de santé. Donc fort de cet existant-là et fort de ce que prévoit le règlement, puisque le règlement dit que les États membres, pour l'usage primaire, peuvent prévoir des règles à un niveau élevé de sécurisation et de protection des données personnelles, et pour l'usage secondaire prévoit carrément là des règles qui s'appliquent directement aux organismes responsables de l'accès aux données, aux détenteurs de données de confiance, aux points de contact nationaux, eh bien, on se dit que c'est peut-être l'occasion de remettre un petit peu à plat et de se reposer les questions sur finalement les périmètres et la manière dont on souhaite définir l'application de référentiels de sécurité et de souveraineté au sens large, à la fois pour l'usage primaire et à la fois pour l'usage secondaire. Donc, on prévoit plusieurs scénarios envisageables. Une extension de la certification HDS à des acteurs beaucoup plus vastes que ce n'est le cas aujourd'hui et à des périmètres beaucoup plus vastes, ou plutôt des scénarios sur un référentiel révisé, dédié, sans forcément l'associer à une certification par un tiers. Ne maintenir que la certification par un tiers pour l'hébergement externalisé, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc là, je suis sur l'usage primaire. Ou alors, finalement, limiter, et c'est déjà, ceci dit, une obligation importante, prévoir simplement une obligation de stockage des données, finalement, sur le territoire de l'Union européenne pour tous les acteurs du soin, avec, dans ce cas-là, plutôt un mécanisme de contrôle a posteriori, mais sans certification préalable. Et pour l'usage secondaire, imaginez un mécanisme de certification de type HDS, on va dire, avec un certain socle, on va dire, minimal qui s'appliquerait à tous les détenteurs de données. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, on prend la certification HDS, on prend le référentiel SNDS, on prend le référentiel entrepôt de données de santé, et finalement, on en tire les éléments communs pour faire un référentiel ad hoc applicable à tous les responsables de traitement qui sont détenteurs de données pour l'utilisation secondaire. Et troisième scénario, on pose l'idée d'une obligation de traitement et de stockage des données sur le territoire de l'Union européenne pour les détenteurs de données. Donc, dans tous ces cas de figure-là, on va au-delà de ce que prévoit le règlement, mais comme il laisse une marge de manœuvre, l'idée, c'était d'explorer toutes ces pistes-là. On ne doute pas que cette fiche va susciter pas mal de retours et c'est exactement pour ça qu'on attend vos retours de concertation. Je termine avec la dernière fiche. J'espère que qu'on n'a pas épuisé l'auditoire. Donc la dernière fiche, elle, pour le coup, c'est une fiche qui se veut davantage certainement pédagogique parce qu'en fait, il y a assez peu de scénarios et de scénarii proposés dans la mesure où, en réalité, le règlement, il prévoit un certain nombre de sanctions en cas de manquement à certaines règles qu'il propose. Ce n'est pas forcément des sanctions nouvelles, hein. Ça peut être des règles qu'on connaît déjà, qu'on applique déjà en France. Hein. Simplement, il vient uniformiser dans les 27 États membres. Je crois qu'on a perdu le partage, non? Pardon. C'est juste un effet d'affichage. On l'a toujours, ok. Et du coup, finalement, l'objectif de cette fiche-là, c'est plus de rappeler un petit peu les manquements qui existent et les sanctions associées. Il y a un certain nombre de manquements pour lesquels le règlement prévoit déjà les sanctions qui sont associées. Par exemple, il va nous dire que c'est la CNIL qui est compétente, et donc il va appliquer sa série et sa batterie de pouvoirs pour toute la partie droit des personnes. Et le règlement, il va, dans d'autres situations, dire aux États membres, pour les autres manquements, c'est à vous de prévoir finalement les sanctions associées. Et s'agissant spécialement de l'utilisation secondaire qui vous intéresse particulièrement, le règlement, il prévoit de façon explicite des sanctions financières, notamment des amendes administratives
qui sont à la compétence de l'organisme responsable de l'accès aux données pour certains manquements imputables soit aux détenteurs de données, qui ne communiquerait pas les données, par exemple, alors qu'il est tenu de le faire et que l'utilisateur a un permis en bonne et due forme, soit vis-à-vis de l'utilisateur qui ne respecterait pas les limites du permis ou de l'autorisation qui lui a été délivrée. Donc, ces sanctions financières sont des amendes administratives qui ressemblent dans leur montant et dans la rédaction qui a été retenue à celles qui sont prévues dans le RGPD d'ailleurs. Et donc, s'agissant de ces sanctions et de ces amendes-là, se pose déjà la question de est-ce qu'on embarque l'État ou pas dans le périmètre, comment on les applique, ces amendes administratives aux organismes publics. Donc, nous, on propose certaines orientations sur les choix qu'on va être amené à faire au niveau national. On propose d'exclure l'État des sanctions, de prévoir pour l'État finalement des sanctions ad hoc qui sont un peu celles, sur le modèle de celles qui sont prévues dans la loi informatique et liberté. Pour les amendes administratives, on propose de les appliquer aussi bien aux organismes publics qu'aux organismes privés qui font des manquements au règlement. On propose aussi pour les manquements qui seraient éventuellement imputables aux autorités compétentes qui doivent être désignées, que ce soit l'autorité de santé numérique ou l'organisme responsable de l'accès aux données, par exemple, s'ils ne respectaient pas les délais, et bien finalement, on applique les règles classiques du recours contentieux, c'est ce qu'on propose en tout cas. Et ensuite, sur les manquements qui sont laissés, dont la sanction est laissée à l'appréciation des États membres, eh bien là, on propose, pour les marges de manœuvre nationales, eh bien, on a fait un recensement des différents types de manquements. Vous verrez, il y a un certain nombre de points où on a besoin de vos retours parce qu'on a des interrogations. Donc, pour l'usage primaire, ça rajouterait 3 nouvelles sanctions à prévoir, en l'état en tout cas de nos propositions. Pour l'usage secondaire, il y aurait 7 sanctions supplémentaires à prévoir. Et pour la sécurité des données, une catégorie de sanctions supplémentaires. Je ne m'attarde pas plus là-dessus. Vous aurez l'occasion de consulter la fiche qui est relativement détaillée sur le sujet. Du coup, j'imagine qu'il y a eu d'autres questions dans le canal. Alors, il y a une question. C'est l'ORAD qui donne l'autorisation à un détenteur de données de confiance de permettre l'accès aux données pour une étude spécifique. J'ai un peu répondu. Tu as répondu déjà, pardon. Bon, alors, oui, la réponse est oui. Mais... Oui, c'est l'ORAD qui a la décision finale. Néanmoins, il y a sans doute une certaine efficacité dans les process à avoir, et notamment éviter les doubles examens d'un permis au niveau d'un CSE, plus au niveau de l'ORAD qui globalement va faire la même chose. C'est sans doute plus intéressant d'harmoniser les fonctionnements de l'ensemble des CSE, comme c'est déjà initié d'ailleurs dans le cadre des travaux du comité stratégique sur les données de santé, qui donne un certain nombre d'outils et de méthodes et de recommandations auprès des CSE ainsi que la CNIL, et de s'appuyer vraiment sur cette compétence au niveau local pour accélérer la mise à disposition des données. Et ça, c'est des marges, c'est une marge de travail sur laquelle on réfléchit et qui serait implémentée sur un détenteur de données de confiance. On n'a a priori pas besoin d'être ORAD pour avoir cette relative autonomie. Merci. Il y a une autre question, plus sur les référentiels de sécurité. Donc, pour la révision des référentiels de sécurité, allez-vous travailler à une convergence européenne? Alors, en réalité, sur les référentiels de sécurité, il y a déjà des travaux à l'échelle européenne, notamment dans le cadre des travaux de EUCS, mais en l'état, ce ne sont pas forcément des travaux qui aboutiront à des règles contraignantes. On a toujours dit qu'on s'en inspirerait, notamment dans le cadre de notre certification nationale HDS. Mais d'abord, on n'a pas tout à fait une visibilité très claire sur l'aboutissement, la date éventuelle de l'aboutissement de ces travaux. Et en tout état de cause, il y a peu de chances, en tout cas, que ces référentiels soient véritablement contraignants, si on parle bien des référentiels du genre hébergement, localisation. Donc, en l'état, oui, pour répondre à votre question, on travaille à une convergence européenne, mais on n'est pas certain qu'elle
aboutissent à des règles vraiment contraignantes et harmonisées, en tout cas à l'échelle européenne. Donc, en tout état de cause, on travaille nous aussi à l'échelle nationale en parallèle. Alors, il y a une autre question. Ouais, sur cette question, ça n'empêche pas de s'appuyer sur des normes et des standards internationaux dans la définition de nos référentiels. Une autre question, le problème des HDS et les clouds dits de confiance, nous avons laissé les clouds tels que Azure des manipulent nos données. Est-ce qu'il y a une possibilité de corriger ça? Alors, je pense que vous faites référence à l'hébergement par la plateforme Azure de la plateforme des données de santé. Donc, comme je le disais tout à l'heure, l'article 32 de la loi SREN adopté au printemps dernier impose à la plateforme des données de santé de basculer sur un hébergeur souverain. Et sur ce sujet-là, des travaux sont en cours. Peut-être, Aymeric, tu veux en dire un mot de ce qu'on peut en dire publiquement à ce stade? Oui, il y a des choses qui ont été annoncées par Clara Chapaz. Il y a dans les questions au gouvernement, il y a 2 semaines ou 3 semaines. Aujourd'hui, il y a un appel d'offres qui est en cours d'instruction et qui devrait sortir d'ici l'été pour que la PDS soit en capacité d'héberger le SNDS sur une structure de confiance qui ne sera donc pas sa plateforme Microsoft Azure actuelle, ce sera un autre hébergement. Et puis, tel que ça avait été effectivement dit dans la stratégie, à terme, il y aura également un marché public qui sera passé sur l'hébergement et la plateforme du HDH qui deviendra la plateforme de l'ORAD à terme qui, dans sa définition actuelle, ne répondra pas aux exigences. Ok, merci Aymeric. On arrive au bout de ce webinaire. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes d'avoir été présents. Donc, prochain rendez-vous pour vous lundi, les fiches. On vous partagera par mail les liens de connexion à la plateforme de l'ANS, les liens d'inscription pour ceux qui le souhaitent et qui veulent venir discuter en présentiel le 20 mai à Santexpo. On mettra en ligne, on mettra à jour le site web du ministère de la Santé, la page dédiée. Je vous ai mis dans le chat, dans le canal questions-réponses, le lien vers la page du site web du ministère de la Santé dédiée à ça. Donc, on le mettra à jour aussi lundi avec tous les liens utiles. Je vois qu'il y a une dernière question. Aurons-nous prochainement un retour sur la concertation pour l'utilisation secondaire des données? Donc, je pense que c'est la stratégie nationale. Oui, en fait. sur la stratégie, on est en train de fixer une date qui sera avant l'été, de toute façon, de publication de cette stratégie, qui aura pris plusieurs arbitrages ministériels qui sont aujourd'hui en cours, donc notamment sur l'évolution du comité stratégique de données de santé, et pour être plus précis que ce qu'on avait écrit en septembre, et également sur une doctrine nationale sur les notions de centralisation des données versus des modèles plus en ligne avec le règlement où les données restent chez le détenteur, ce qui est souvent le producteur de ces données. Donc on veut publier cette stratégie en étant assez clair sur la doctrine nationale sur ce dernier élément. Et là, c'est vraiment, on est proche d'aboutir. Et là-dessus, on s'est appuyé évidemment sur les retours et les consultations là, du comité citoyen, la concertation qu'on avait fait, le Tour de France qu'on avait fait à l'automne. Je suis désolé, ça tarde un petit peu, mais on y arrive avant l'été. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée à chacun et chacune. Et puis, de toute façon, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.